Ambroise, je suis agente de communication et mobilisation des connaissances à la SSF et je vous propose aujourd'hui le premier webinaire de la série Développement professionnel. Mobilisation des connaissances, planifier et exécuter vos actions. Il sera présenté par Mylène, experte conseil en mobilisation des connaissances, et Melissa Jennings du Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. Mélissa est gestionnaire au Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents depuis plus de 4 ans. Elle travaille avec une équipe de courtiers du savoir qui soutient les agences à travers la province en tout ce qui a trait à l'évaluation de programmes, la mesure du rendement, l'implantation de nouvelles pratiques, la mobilisation des jeunes, la mobilisation des familles et la prévention du suicide chez les jeunes. Hélène, pour sa part, est consultante auprès de la SSF depuis 2015. Elle a travaillé auparavant en santé publique à l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais et a accumulé plusieurs postes en gestion de la mobilisation des connaissances, entre autres au Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents, à la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé et aux Instituts de recherche en santé du Canada. Avant de leur laisser la parole, j'aimerais rappeler quelques détails techniques. Pour ceux et celles qui ont le son par Adobe Connect, c'est parfait, vous n'avez pas besoin de vous joindre par téléphone, mais si vous avez de la difficulté à m'entendre, il y a dans la boîte de conversation plus haut, où je vais tout de suite passer à la deuxième, ici il y a l'audio par téléphone, donc vous pouvez vous joindre à la ligne téléphonique avec nous. Nous avons mis tous les participants par Adobe Connect en sourdine pour éviter les bruits de fond pendant que les présentatrices vont parler. S'il vous plaît, si vous êtes au téléphone, mettre votre téléphone sur mute. Donc, étoile 6. C'est joint à la conférence. Et on va débloquer le son de tout le monde pour la période de questions. Donc, si vous êtes par le téléphone, pendant la présentation, étoile 6, puis pour la période de questions, pour parler, carré 6. Justement, la période de questions, vous pouvez utiliser la boîte de commentaires en bas à droite et écrire vos questions. On va vous répondre verbalement. Les présentatrices vont vous répondre. Ou vous pouvez lever la main. Le petit bonhomme en haut à gauche, vous pouvez activer, lever la main et puis on va vous débloquer le micro. Je vais faire un petit survol de la Société Santé en français et des axes stratégiques de mobilisation des connaissances. Donc, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Le webinaire d'aujourd'hui s'insère dans l'axe 1 de la stratégie de mobilisation des connaissances, donc renforcer les capacités des réseaux et du mouvement en matière de mobilisation des connaissances. On cherche aussi, avec la stratégie, à offrir un meilleur accès aux connaissances et à l'expertise existante et nouvelle, à favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances dans le but de développer un processus de co-construction favorisant l'appropriation des connaissances. Et finalement, on cherche à faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et j'accueille Melissa Jennings du Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. Merci, Melissa. Merci, Eve. Bon, alors je vais vous parler quelques minutes à propos du Centre d'excellence. On existe depuis environ 2004 et dans nos premières années, on offrait beaucoup de subventions aux organismes de santé mentale des enfants et des adolescents à travers la province. Des subventions pour des projets d'évaluation de programmes, d'implantation de nouvelles pratiques surtout. Et avec l'arrivée en 2014 de l'initiative du ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse pour l'avancement de la santé mentale, on a dû changer un peu notre façon de travailler. Donc, on offre du soutien dans sur les mêmes genres de sujets, mais on offre maintenant du financement et des services de consulting aux agences responsables à travers les 33 zones de services qui ont été nommées par le ministère.
Alors, je vais passer maintenant. Ici, vous pouvez voir autour du cercle les parties prenantes avec lesquelles on travaille. Donc, on n'offre pas du soutien et des services directement aux clients, comme les familles, les adolescents et les familles, mais on soutient les organismes responsables, les autres fournisseurs de services dans leur zone de service et aussi les autres leaders du secteur. Et eux, naturellement, leur clientèle sont les enfants, les adolescents et les familles qui sont au cœur du modèle que vous voyez sur votre écran. Donc, pour nous, on essaie de soutenir le travail des fournisseurs de services pour qu'ils puissent, eux, mieux desservir la clientèle. Et comme Ève a mentionné au début, nos domaines d'expertise sont l'évaluation de programme, la mesure du rendement, la mise en œuvre, ce qu'on peut aussi appeler l'implantation des pratiques, la mobilisation des jeunes, la mobilisation des familles et aussi la prévention du suicide chez les jeunes. On offre encore des services de consultation, mais on a aussi beaucoup de ressources qu'on a développées sur ces sujets-là que vous pouvez trouver sur notre site web. Très dernièrement, on a commencé à offrir des services un peu plus spécialisés dans certains domaines que nos parties prenantes ont mentionné qui voudraient du soutien, comme la gestion du changement, aussi l'amélioration de la qualité et aussi du soutien au niveau de la planification, au niveau d'un système. Alors, c'est des nouveaux domaines d'expertise qu'on est en train d'élaborer et qu'on offre maintenant à nos parties prenantes. Alors, je vais tourner maintenant les planches à Mylène. Merci, Mélissa. J'espère que tout le monde m'entend bien. Merci énormément pour la présentation. Puis on est très heureux à la SSF de pouvoir tenir ces deux webinaires-là en partenariat avec le Centre d'excellence. Le Centre d'excellence, à travers les années, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une courte période avec eux. Puis, on développé beaucoup d'expertise en mobilisation des connaissances et ont aussi développé des outils qui sont très utiles. Donc, c'est maintenant un des outils qu'on va examiner aujourd'hui, mais commençons par le début. Donc, l'objectif vraiment du webinaire, c'est de présenter les étapes charnières d'une planification et de l'exécution de la mobilisation des connaissances, puis de présenter quelques outils concrets, dont la trousse en mobilisation des connaissances qui a été développée par le Centre d'excellence de l'Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents. Donc, aujourd'hui, c'est le premier webinaire de deux. Donc, aujourd'hui, on va regarder deux des trois facettes ce qui entrait à la mobilisation des connaissances. Donc, on va regarder la planification, l'exécution. Et dans le troisième webinaire que Mélissa va présenter en grande majorité, va traiter de l'évaluation des actions de mobilisation des connaissances. Donc, si on débute tout d'abord avec pourquoi planifier. Évidemment, en mobilisation, on veut faire connaître ce qu'on a produit, on veut faire connaître les nouvelles connaissances, on veut développer des outils qui vont être utiles de façon pratique pour nos communautés, pour nos partenaires. Donc, quand on planifie de façon adéquate, ça nous permet de vraiment cibler le bon auditoire. Donc, on sait clairement que quand on s'adresse à un fournisseur de services ou quand on s'adresse à un décideur ou à un décideur politique, le type d'outil et la manière dont on va le faire va être très différente. Donc, en planifiant, ça nous permet de vraiment bien cibler nos actions en fonction des besoins de l'auditoire. Augmenter l'efficacité de nos démarches, donc s'assurer qu'on le fait de façon adéquate, assurer les meilleures chances de succès, donc s'assurer que vraiment les connaissances vont être utilisées et qu'on utilise vraiment l'outil de communication qui va être le plus efficace pour notre auditoire. Et aussi, quand on évalue, c'est vraiment s'assurer aussi qu'on va avoir mesuré l'impact de façon adéquate. Je vais vous présenter, merci beaucoup, désolée, merci pour votre patience. Donc, on apprend avec des téléphones à batterie que quand ça fait 1 heure qui est déchargé, c'est pas la bonne chose qui est en ligne. Donc, c'est ça. Donc, on poursuit avec la trousse du Centre d'excellence. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de l'outil de planification, d'exécution.
Puis, au prochain webinaire, on va regarder l'évaluation de façon plus précise avec Mélissa. Donc, si on regarde au niveau des éléments clés de la planification, mobilisation des connaissances, on a 6 grandes étapes. Donc, c'est important de bien définir le quoi, et on va y aller en détail avec chacune de ces étapes-là. Le pourquoi, le qui, à qui on va s'adresser, quelles sont ces connaissances-là, comment on va le faire. Il y a aussi une question de timing, quand on va le faire. Est-ce qu'il y a des opportunités qui font en sorte que ces connaissances-là vont être beaucoup plus utiles? Donc, c'est important dans la planification de penser à quand on va le faire, quand on va présenter les connaissances et évidemment les mesures, donc comment on va mesurer l'impact de tout ça. Donc, si on y va une étape à la fois, on regarde en termes de quoi. Donc, quelles sont les connaissances qu'on veut mobiliser? C'est important de bien définir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut mobiliser des résultats de recherche? Est-ce que c'est une nouvelle initiative? Est-ce que c'est, par exemple, un outil qu'on a développé, qu'on veut faire connaître davantage à notre auditoire? Donc, c'est important de bien définir. Est-ce que c'est des connaissances de façon générale qu'on veut présenter? Donc, par exemple, ce qu'on a découvert au niveau d'un projet de recherche en promotion de la santé, ou c'est, par exemple, un dépliant qu'on a produit en réponse à un besoin qu'on a entendu. On veut faire connaître ce dépliant-là ou cet outil-là qu'on a développé. Donc, vous allez voir que le niveau de connaissance, ou si c'est, par exemple, un outil ou un message clé qu'on veut faire valoir, c'est important de bien le définir au départ parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir bien ciblé notre planification et choisi la bonne méthode de faire connaître cet outil-là ou cette connaissance-là. Aussi, dans le pourquoi, ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi ces messages-là sont importants. Par exemple, on a fait un projet de recherche, si je reviens à mon exemple de la promotion de la santé, pourquoi on pense que ces connaissances-là sont importantes? Pour quelles raisons on veut les faire connaître? Pourquoi qu'on veut faire cette activité-là, puis quels sont les effets recherchés. Est-ce qu'on veut, par exemple, suite à cette recherche-là en promotion de la santé, si on regarde augmenter l'activité physique chez les jeunes, pourquoi on veut augmenter l'activité chez les jeunes? Parce qu'on le sait que l'activité physique a un impact positif chez nos jeunes et c'est pour cette raison-là qu'on veut le faire connaître. Ça peut être aussi parce qu'on a constaté que dans notre communauté, les jeunes sont très inactifs. Donc, c'est encore une autre raison pourquoi on veut faire connaître cette recherche-là. Une autre raison, ça peut être que les jeunes n'ont pas d'infrastructure en ce moment, puis on veut travailler avec des décideurs politiques ou avec les décideurs municipaux dans notre ville, par exemple, pour faire valoir l'importance de l'environnement favorable à l'activité physique chez nos jeunes. Donc, tout dépendant l'objectif qu'on veut atteindre et pourquoi on veut le faire, si vous voyez la différence entre influencer un décideur municipal pour augmenter des infrastructures, pour augmenter l'activité physique, et un autre objectif qui serait de simplement faire valoir l'importance de l'activité physique chez nos jeunes, dans ces deux cas-là, notre planification va être très différente parce que le résultat et la raison pour laquelle on veut le faire est très différente aussi. Donc, en utilisant cet outil-là qui a été développé par le Centre d'excellence, vous avez vraiment une démarche à suivre qui est très efficace, qui vous permet de faire chacune de ces étapes-là en vous posant les questions. Et en l'inscrivant et en faisant physiquement cette planification-là, ça nous aide vraiment à bien le définir. Souvent, on pense que dans notre tête, on le sait déjà pourquoi on veut le faire, mais d'expérience, en utilisant cette trousse-là depuis quelques années maintenant, je me rends compte qu'en le mettant sur papier et en répondant à chacune de ces questions-là, vraiment, on arrive à bien cibler nos actions. Encore une fois, dans le pourquoi, vous avez ici une liste d'exemples. Et tous ces exemples-là, vous les retrouvez dans la trousse de mobilisation des connaissances du Centre d'excellence. Donc, ça peut être pour changer les attitudes, changer le comportement, mobiliser les parties prenantes, influencer les mesures politiques. Dans un peu les différents exemples que je vous ai mentionnés tantôt, il y en a plusieurs raisons. Mais en l'indiquant, on peut voir aussi que ça se pourrait qu'on ait plusieurs objectifs. Donc, il va falloir regarder, est-ce qu'on a besoin de faire plusieurs actions si on a plusieurs. Si on veut changer en même temps les attitudes et aussi influencer les mesures politiques, bien, il va falloir regarder quel type d'action on va faire pour chacun de ces objectifs-là. Avec qui, donc dans le qui, on a aussi à qui on veut transmettre ces messages-là, ces connaissances-là, mais on a aussi les collaborateurs, avec qui on doit travailler. Donc, dans la première portion ici du qui, c'est plutôt le avec qui. Qui sont nos partenaires dans le projet? Qui d'autre doit participer à la mobilisation des connaissances?
Si on revient à mon exemple tantôt en promotion de la santé pour augmenter l'activité physique chez les jeunes, si par exemple l'objectif qu'on veut atteindre, c'est d'augmenter les infrastructures dans les communautés, bien, ce serait de voir avec qui on doit travailler au niveau municipal pour pouvoir amener ces changements-là. Qui doivent être nos collaborateurs? Est-ce que c'est par exemple les écoles qui sont dans notre communauté? Est-ce qu'eux pourraient être nos alliés pour aller faire ce travail-là auprès des politiciens municipaux? Est-ce qu'au contraire, est-ce que ce serait adéquat d'avoir des familles qui vont travailler avec nous comme partenaires dans ce projet-là pour faire avancer les connaissances qu'on veut faire valoir auprès des décideurs municipaux? Quelle serait la contribution de ces partenaires-là et comment ils vont travailler? Est-ce qu'ils vont travailler au niveau de l'étape de la planification, des actions qu'on veut faire en mobilisation? Est-ce que c'est au niveau de la réalisation, au niveau de l'évaluation? Puis, quelle forme va prendre leur participation de façon plus spécifique? Donc, maintenant, on a l'autre partie du qui, c'est le public cible. Donc, qui on veut mobiliser? Ça revient à ma question de base. Donc, est-ce qu'on veut mobiliser des familles? Est-ce qu'on va mobiliser les décideurs municipaux, les politiciens? Est-ce qu'on va mobiliser les fournisseurs de services? Donc, c'est important, encore une fois, de bien le définir de façon le plus précise possible. De quelle façon avez-vous fait participer ces utilisateurs-là? On le sait de façon scientifique, par le biais de plusieurs études, que lorsque les gens qu'on veut influencer sont partie prenante au départ de l'action, on sait qu'on a des plus grandes chances de succès. Par exemple, si on veut influencer, si je reviens à mon exemple des décideurs municipaux, dans ce cas-là, c'est important d'avoir des gens qui font partie de cette équipe-là, qui ne sont peut-être pas les dirigeants, donc peut-être pas le maire de la municipalité ou la représentante au niveau politique de cette région-là, mais on va avoir des alliés, des gens qui sont perçus comme étant des champions au niveau politique qui pourraient être utiles dans nos démarches. Donc, c'est de trouver des alliés qui font partie de la communauté cible ou du public cible avec lequel on veut travailler ou avec lequel on veut influencer ou de faire valoir nos connaissances. Comment on va le faire? Comment on va transmettre son message? Donc là, on arrive vraiment à la portion de l'exécution. Puis quelles sont les stratégies qui sont les plus efficaces pour joindre ces utilisateurs-là, ces personnes-là? Donc, encore une fois, vous avez ici, c'est tous des éléments qui font partie de la trousse de mobilisation. On a différents produits, donc ça peut aller de blogs, ça peut être un site web, des articles de journaux, des histoires de cas. Donc vous avez vraiment une panoplie ici d'exemples. Ça peut être par le biais d'événements. Donc on veut créer une journée, une conférence, un sommet, un atelier interactif. Donc tout dépendant de comment on veut le faire, ça doit être arrimé avec le public cible aussi. Donc, vous avez ici une liste d'exemples d'outils de communication ou d'outils de transfert de connaissances. Pourquoi on doit choisir ces stratégies-là et comment on le doit faire? Il faut examiner aussi la complexité, le budget qu'on a aussi, puis est-ce que c'est quelque chose qui va être facilement accessible pour l'auditoire? Par exemple, si on veut faire quelque chose qui demande Internet et beaucoup d'interactivité, puis on veut le faire avec des régions éloignées où est-ce que la bande passante, c'est plus difficile, c'est peut-être pas la meilleure stratégie de le faire de cette manière-là. Donc, il y a différentes composantes qui vont nous aider à sélectionner la bonne action à faire ou le bon outil à utiliser. Quelles sont les ressources? Donc, on a ici des exemples de ressources. Je vous parlais du budget en termes de ressources humaines, en termes de temps, de déplacement, est-ce qu'on a besoin de bénévoles? Donc, encore une fois, ça fait partie de la planification du comment. Oui, on pense que, par exemple, faire un atelier interactif sur Internet, ce serait la meilleure chose à faire. Mais si on n'a pas le budget pour aller avec ça ou on n'a pas l'expertise technologique pour nous permettre de le faire, cette action-là ne serait peut-être pas la meilleure à choisir de façon prioritaire. Donc, quand on regarde vraiment l'exécution, qui est la deuxième composante un peu de la trousse en mobilisation des connaissances, encore une fois, vous avez ici 5 différents éléments. Donc, des éléments clés importants à considérer dans notre planification. Donc, les gens, ils s'informent de manière différente. Donc, c'est important de ne pas utiliser uniquement un outil. Donc, si je reviens à mon atelier interactif sur Internet, ça va peut-être cibler certaines personnes et ne pas en rejoindre d'autres. Donc, c'est important de
peut-être utiliser différentes méthodes de communication pour rejoindre notre public cible. En utiliser une sorte, mais peut-être en utiliser d'autres aussi pour aller joindre une autre portion de notre population. Si je reviens tantôt à mes décideurs politiques, ce serait peut-être de faire une rencontre interactive en ligne ou avoir quelque chose face à face aussi conjointement à ça et d'avoir un document qu'on remet en même temps aux décideurs politiques. Donc, le message est passé sous 3 différentes formes. Quand on regarde mobiliser activement, donc c'est d'avoir encore, c'est de retourner à notre collaboration, participation de notre public cible dans nos démarches, de réfléchir vraiment aux connaissances dont votre public a besoin. Cet exemple-là, là, je suis rendue à au 3e élément en violet. Réfléchissez aux connaissances dont votre public cible a besoin. C'est particulièrement important quand on s'adresse à des décideurs ou à des gens dans le domaine de la politique. Si on veut faire valoir aux gens, oui, merci ici pour la flèche verte qui vient d'apparaître. Le tracé, c'est ça, je vais peut-être m'en servir là. Donc, comme je disais, si par exemple c'est un projet de recherche dont vous voulez faire connaître, vous voulez influencer au niveau des politiques, au niveau des décideurs. C'est important quand on présente un projet de recherche, puis ça on va y revenir dans des diapos un peu plus loin, de ne pas trop mettre d'emphase sur la méthodologie, sur le type de statistiques qu'on a utilisé dans le projet de recherche. Pour ces gens-là, pour ce public cible-là, ce n'est pas de l'information qui va vraiment être utile pour eux. Ce qu'eux veulent savoir, c'est qu'est-ce que ça va changer pour moi, pourquoi je devrais écouter les résultats de cette étude-là et quel va être l'impact dans ma pratique à moi. Donc, il faut vraiment sélectionner les connaissances qu'on va leur transmettre et ne pas aller trop en détail dans de l'information qui est peut-être pas pertinente pour le public cible à laquelle on s'adresse. Au niveau de communiquer, c'est élaborer une stratégie de communication. Donc, comme je vous disais tantôt, quand je vous donnais l'exemple d'utiliser 3 méthodes pour les mêmes connaissances, ça fait partie d'une stratégie de communication et de savoir, bon là, je vais utiliser une méthode interactive en ligne, je vais utiliser une autre méthode face à face, puis je vais utiliser une autre méthode sur papier. Et la raison pour laquelle on choisit ça aussi dépend aussi de l'objectif qu'on veut atteindre, et ça, j'y vais dans les prochaines diapos. Dernier point avant que je change à la prochaine diapo, c'est d'avoir un message qui est efficace, puis c'est de transmettre aussi des choses de façon novatrice. Des fois, on a peur de sortir de la boîte, mais c'est ça vraiment qui fait qu'on va capter l'intérêt des gens, puis qu'on va susciter leur attention. Donc, ne pas avoir peur d'essayer des choses nouvelles, novatrices, parce que on pourrait être surpris de l'impact positif que ça peut avoir en bout de ligne. Donc, choisir le bon outil selon l'objectif, l'auditoire. Donc, encore une fois, vous avez une différente liste ici selon les produits, les événements, les réseaux. Ça revient un peu à la liste dont je vous ai parlé. Ça se rajoute à la liste qu'on a vue qui faisait partie de la trousse du Centre d'excellence. Ici, on revient à l'objectif qu'on veut atteindre. Ce que je vous disais tantôt, tout dépendant de ce qu'on veut atteindre, est-ce qu'on veut avoir une grande portée? Est-ce qu'on veut faire, est-ce que les connaissances qu'on veut transmettre aux gens ou qu'on veut échanger avec les gens doivent avoir une grande portée? Est-ce qu'on essaie de rejoindre des centaines de personnes ou est-ce qu'on essaie de rejoindre et influencer une dizaine de personnes? Tout ça va vraiment nous aider à cibler quel type d'activité on doit faire. Donc, si la portée est basse, si on regarde ici au niveau de l'axe Y, si la portée est basse, c'est-à-dire qu'on veut cibler quelques personnes en particulier, donc peut-être une réunion serait efficace. Puis une réunion, si on regarde au niveau de l'interaction et de l'engagement, une réunion, c'est beaucoup plus efficace que, par exemple, avoir un dépliant qui se retrouve à une portée plus large. Donc, on va rejoindre le plus grand nombre de personnes, mais le niveau d'interaction et d'engagement est très faible. Donc, encore une fois, dans la définition de nos objectifs, ça va nous permettre de vraiment savoir quel outil va être le plus efficace pour nous. Donc, si on regarde une formation peut être faite sur différentes formes. On peut avoir un niveau d'engagement et d'interaction qui est à peu près moyen, puis on peut quand même rejoindre une bonne partie de la population. Donc, tous ces éléments-là nous aident, puis je trouve que ce que le Centre d'excellence a développé dans ces graphiques-là est vraiment pertinent pour nous aider à savoir est-ce que je dois faire une petite réunion, c'est peut-être faire plus petite réunion pour atteindre un certain objectif, mais je dois avoir aussi
parallèle à ça, un produit de sensibilisation qui va aller chercher une plus grande portée. Donc, on peut faire un mélange de différents produits pour atteindre l'objectif ciblé. Encore une fois, ici, c'est tiré d'une étude qui a été faite en transfert des connaissances. On regarde un peu le même genre d'informations, donc l'étendue du rayonnement. Donc, quand on parle ici de pratiques collaboratives, le rayonnement n'est pas très grand, c'est très ciblé sur le groupe qui va travailler ensemble. Mais si on regarde une publication, donc dans le cadre d'un projet de recherche ou d'une publication dans un journal communautaire, l'étendue est beaucoup plus grand, mais les interactions vont être très, très faibles quand on regarde de l'autre côté, et la même chose dans l'autre sens. Donc, ça va avoir un échange très interactif. Dans une réunion, ça va être beaucoup plus interactif que si on se retrouve dans une conférence ou dans une publication. Donc, encore une fois, ça nous aide à choisir l'outil qui va être plus adéquat par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Ici, je vous présente quelques outils qui ont été développés par la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Cet organisme-là, auparavant, s'appelait la Fondation de recherche sur les services de santé. Puis, à l'époque, avait développé vraiment une expertise en mobilisation des connaissances. Ici, vous voyez en ligne, oui, c'est des documents qui datent de 2010. Mais c'est des documents qui sont encore très pertinents aujourd'hui. C'est des outils très, très pratico-pratiques que vous pouvez utiliser de façon très concrète. Là, je vous ai montré un peu un aperçu de ce qu'on peut retrouver en ligne. Donc, il y a différents outils, puis je vais en regarder quelques-uns avec vous. Donc, par exemple, au niveau de la rédaction d'un rapport, la Fondation canadienne a vraiment étudié quelle est la meilleure méthode pour transmettre de l'information, pour aller cibler plusieurs auditoires. Puis, ce qu'on vous propose, c'est la rédaction d'un rapport sous la forme 1, 3, 25. 1 étant une page et le 1 étant vraiment pour s'adresser à des décideurs ou à des politiciens. Donc, des gens qu'on veut vraiment capter leur intérêt, mais pas leur donner le détail au complet de toute l'information qu'on veut leur transmettre. Donc, dans une page, c'est vraiment les messages clés du rapport, les conclusions. Les conclusions doivent être vraiment très bien identifiées au début de la page. Tenez compte de l'auditoire. Donc, qu'est-ce qui est significatif pour eux? Puis, interpréter les résultats. Vraiment d'arriver à dire, ben si par exemple c'est un projet de recherche, voici ce qu'on a retrouvé avec cette recherche-là, voici ce qu'on pense que ça veut dire. C'est vraiment d'aller avec le message pour que, par exemple, un décideur politique soit capable de lire cette une page-là et dire, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, ou non, c'est quelque chose qui n'aura pas d'impact sur ma pratique, ou c'est quelque chose qui n'est pas important dans ma communauté. Donc, c'est vraiment, par exemple, un outil quasi de marketing pour leur dire, voici ce qu'on a fait et comment ça pourrait vous aider. Donc, c'est vraiment les grandes lignes. Dans le 3, c'est une fois qu'on a capté l'intérêt des décideurs, soit des fournisseurs de santé, des gestionnaires dans le domaine de la santé, on a capté leur intérêt avec le 1. Dans le 3, on leur donne un petit peu plus de détails. Donc, c'est encore une fois les conclusions, mais de façon un peu plus condensée. On veut encore piquer davantage la curiosité des gens. On utilise vraiment une approche qui est très journalistique, qui n'est pas méthodologie, statistique, résultats, interprétation, qui est dans le fond la méthodologie qu'on va retrouver souvent dans des articles scientifiques de recherche. Donc, c'est vraiment une approche journalistique, encore une fois, pour capter l'intérêt, mais leur donner un peu plus d'informations pour qu'en lisant le 3, il y ait un peu plus d'informations sur ce dont il est question dans le rapport de façon un peu plus précise. Encore une fois, il faut vraiment axer vraiment le langage vers quelles sont les conclusions qui sont ressorties de ce rapport-là, de cette recherche-là, de cette action-là. Il faut vraiment cibler les conclusions pour capter leur intérêt. Et dans le 25, c'est là qu'on peut aller un peu plus en détail dans la méthodologie, ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, qui a été inclus. Donc, toute l'élaboration vraiment de façon plus détaillée du rapport, ça se fait dans le 25. Donc, c'est un outil qui a été développé par la Fondation et qui a vraiment été étudié pour connaître l'efficacité, pour s'assurer qu'on va bien cibler, bien rejoindre les décideurs politiques et les décideurs au niveau des fournisseurs des soins.
Un autre outil qu'on retrouve encore sur la page, vous voyez, j'ai gardé les liens en bas, c'est tous des PDF que vous pouvez aller vous chercher gratuitement. Comment préparer une présentation qu'on va faire soit à des décideurs, des gestionnaire dans les établissements de santé ou des décideurs politiques. Ça revient beaucoup au thème dont j'ai parlé depuis le début. C'est vraiment de préciser de façon très spécifique les conclusions qu'on a obtenues et d'aller vraiment vers qu'est-ce que ça va leur donner à eux de vous écouter. Souvent, quand je m'adresse à des décideurs, je vais commencer par la conclusion. Je vais commencer par le terme anglais « What's in it for you ». Qu'est-ce que ma présentation va vous amener de façon pratico-pratique pour qu'ils connaissent déjà la conclusion. Je vous dis, c'est ça qu'on a établi et voici comment on le fait. Déjà, en captant leur intérêt dès le départ, ils vont vouloir en connaître davantage et écouter votre présentation et vraiment être énergisés et motivés à en connaître. Si on garde la conclusion et les résultats uniquement à la fin, à ce moment-là, des fois, on ne va pas capter leur intérêt au départ. Ils ne vont pas vraiment comprendre où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une méthodologie qui a été étudiée puis qui a fait ses preuves pour vraiment capter l'intérêt de gens qui ont peut-être un temps un peu plus limité et qui ont besoin de savoir la raison d'être et le pourquoi que cette information-là ou cette nouvelle connaissance-là va être utile pour moi ou pour ma communauté, pour mon établissement ou pour mon regroupement politique. Vous avez aussi, pendant la présentation, c'est ça, que faisons-nous aussi, pourquoi c'est utile de nous écouter, et aussi de parler au niveau des résultats. Expliquer est-ce que ces résultats-là sont généralisables, comment ils vont influencer ma communauté, puis vraiment aussi de le faire de façon interactive, de faire preuve d'énergie, d'humour, d'utiliser souvent des images, très peu de mots dans une présentation, mais encore une fois, de vraiment expliquer la conclusion, l'importance de ce que je leur présente et l'importance que ça pourrait avoir dans leur établissement ou dans leur communauté. On revient maintenant à la trousse du centre d'excellence. On est rendu à l'étape 5. Donc, on a regardé avec qui qu'on va travailler, pourquoi on va le faire, comment on va le faire. Puis maintenant, on arrive à quand on va le faire, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment cible qu'on devrait mobiliser ces connaissances-là? Si on regarde, entre autres, si je vous donne par exemple au niveau de la santé mentale, peut-être que le quand serait de le faire pendant le mois de la santé mentale, pendant la journée internationale de la santé mentale, parce qu'on risque d'avoir un plus grand auditoire, on risque de capter l'intérêt des gens, parce que c'est fait dans le cadre d'un autre événement qui est de plus grande envergure. Donc, c'est une opportunité pour nous de faire connaître ces connaissances-là. Par exemple, quand on est en période électorale, d'aller voir des politiciens pendant ce moment-là et de leur présenter des priorités, des éléments importants. Encore une fois, c'est un moment qui est peut-être plus opportun pour faire connaître et que vous aurez possiblement un peu plus leur écoute parce que le timing est là. Donc, si on regarde à la prochaine diapo ici, aussi ce qui est important de regarder dans le quand, c'est qu'il y a différentes phases d'apprentissage. Si on veut influencer, par exemple, un fonctionnement dans une organisation, il faut comprendre que pour amener un changement, Mélissa en parlait au début, que le Centre d'excellence travaille de plus en plus en soutien au changement d'attitude, changement de pratique. Le changement ne se fait pas de façon très, très rapide. Donc, il faut assurer qu'on donne la chance à l'auditoire aussi de s'adapter. Donc, quand on présente notre information, on a à la base, ici, le fait que les gens vont être au courant, sont au courant de cette nouvelle information-là. On les a sensibilisés, ils savent que ça existe, ils savent que c'est intéressant. Après ça, il y a peut-être d'autres actions qu'on peut faire qui vont leur faire dire « Ah, j'ai besoin d'en savoir plus. J'en ai juste appris un petit peu. » Donc, quand on parlait tantôt du format de rapport avec le 1, 3, 25, bien, le 1 peut peut-être leur donner la première étape de « Je suis au courant, je sais qu'il y a de l'information par rapport à cette connaissance-là. » Et après ça, dans le 3, je veux en connaître un peu plus, je veux savoir un peu plus comment ça fonctionne, pourquoi c'est important pour moi. Et après ça, on monte l'échelle
vers le haut pour que tranquillement, ils s'approprient au dernier élément. C'est vraiment la mobilisation, c'est-à-dire qu'on s'approprie l'information et on l'utilise de façon concrète. Donc, il y a vraiment une progression au niveau de l'apprentissage des gens et il faut cibler différents outils de communication à différentes étapes de cet apprentissage-là, tout dépendant de ce qu'on veut encore une fois mobiliser comme connaissance. On arrive à l'étape 6. L'étape 6, c'est l'efficacité. Est-ce qu'on a bien atteint nos objectifs? Est-ce qu'on a utilisé des bons indicateurs? Est-ce qu'on a recueilli de l'information? Est-ce qu'on a vraiment bien analysé ce qu'on voulait faire? Donc, cette étape-là est vraiment au niveau de l'évaluation de notre impact. Je le garde de façon très générale pour aujourd'hui parce que je considère qu'il y a beaucoup d'informations à voir, mais c'est ce qu'on va adresser de façon très précise et en détail avec Mélissa la semaine prochaine dans le cadre du prochain webinaire le 7 décembre prochain. Donc, j'espère que j'aurai beaucoup d'informations en peu de temps, mais en même temps, c'est des outils qui sont en ligne, que vous pouvez aller télécharger sur Internet tout au long de la présentation qu'on va partager avec vous aussi dans les prochains jours via la SSF. Vous allez avoir accès à tous ces liens-là pour pouvoir aller télécharger les documents et vous en servir de façon pratico-pratique. Je vous dis, la trousse d'excellence, il y a un document qui est interactif que vous pouvez télécharger avec les questions et déjà l'espace est réservé avec des boîtes pour indiquer votre réponse. Donc, c'est un outil vraiment très concret qui vous aide dans la planification et vous poser les bonnes questions pour vous assurer d'avoir bien ciblé les actions que vous allez mettre en place. Donc, je vais maintenant ouvrir la ligne à Ève, Mélissa, si tu veux revenir en ligne avec moi. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire via le clavardage au bas, donc en utilisant la bande de discussion. Et je pense, Ève, qu'on va ouvrir aussi les lignes téléphoniques et les micros. Si les gens ont des questions, Oui. Mélissa aussi du Centre d'excellence est là, va pouvoir vous donner encore plus de détails. Mais j'ose espérer qu'on a pu un peu susciter votre intérêt par rapport à l'importance de bien planifier nos actions de mobilisation, parce qu'il y a plusieurs éléments qui jouent dans ça, qui nous permettent d'avoir l'efficacité ou les résultats escomptés dès le début. Donc, j'arrête de parler. Merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez donc utiliser la boîte de conversation en bas ou lever la main pour utiliser le micro. Donc, pendant qu'on vous laisse le temps d'ouvrir les lignes téléphoniques, c'est ça, Ève, j'imagine que la présentation va être transmise aux participants pour qu'ils puissent avoir tous les liens web pour télécharger les outils. Ça va être mis en ligne d'ici la semaine prochaine sur le site web de la SSF. Puis aussi, ça se pourrait que vous ayez des questions. Si vous avez la chance d'aller regarder ces outils-là, allez sur la Fondation canadienne sur l'amélioration et au Centre d'excellence, télécharger ces documents-là cette semaine et la semaine prochaine, on pourra aussi répondre à d'autres questions en lien avec ça. Mélissa, est-ce que tu avais d'autres ajouts à faire par rapport à ce que j'ai présenté de votre côté au niveau du Centre d'excellence? La trousse, est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu que les gens utilisent beaucoup? Oui, c'est une trousse assez populaire qu'on partage toujours avec avec les gens avec qui on travaille. Il y a beaucoup d'informations, puis on peut utiliser ce qui nous intéresse dans le moment même. Mais comme tu as dit, il y a l'aspect interactif et le formulaire interactif là, qui est très populaire, qu'on utilise même à l'interne ici parce qu'on développe beaucoup de ressources. Puis il faut toujours planifier et discuter de comment on va les mobiliser. Donc, on essaie de pratiquer ici même ce qu'on essaie de partager avec les autres. Oui, puis j'aime beaucoup le point, Mélissa, que tu as amené, qu'on peut l'adapter. Des fois, il y a différents langages, que c'est peut-être du langage qu'on est moins habitué d'utiliser, nous, à la SSF,
ou dans les réseaux. Mais on peut prendre, il y a certaines questions peut-être qui vont moins s'appliquer à nous, mais il y en a d'autres qui vont s'appliquer aussi. Donc, c'est vraiment une trousse qui nous permet d'adapter en fonction de nos besoins ou du langage qu'on utilise. Puis, on va le voir aussi davantage la semaine prochaine avec le webinaire sur l'évaluation. Oui. Est-ce qu'il y a, je regarde les gens qui sont en ligne, j'ai travaillé au courant de la dernière année avec quelques personnes de la SSF en utilisant cette trousse-là. Je serais curieuse de voir s'il y a des gens qui sont là, qui l'ont utilisé, puis de savoir comment vous avez trouvé ça. Ou je pense que Lise aussi est en ligne. Lise, on a travaillé hier en utilisant la trousse. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut aussi émettre des commentaires à ce niveau-là. J'ai ciblé Lise. On voit que Lise est en train d'écrire. Tu peux parler aussi, Lise? Donc, je vous dirais que vraiment, en utilisant cet outil-là de planification, ça simplifie notre travail, puis ça nous assure de vraiment de travailler de façon concrète. Souvent, on va planifier des actions de mobilisation des connaissances, puis on va se diriger un peu dans différents sens, mais en utilisant la trousse, je trouve que ça nous aide vraiment à nous cadrer, puis à vraiment faire des actions qu'on sait qui vont être les plus efficaces pour l'objectif qu'on veut atteindre. Puis, sans faire cette planification-là, j'ai l'impression que des fois, on en fait beaucoup, mais sans vraiment cibler l'efficacité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, vous aussi, Mélissa, en l'utilisant? Oui, absolument. Et ce que j'allais dire aussi, c'est tellement important d'identifier la population ou les populations cibles. Parce que souvent, on crée quelque chose, mais on ne sait pas à qui exactement on veut le partager. Mais des fois, il faut modifier un peu notre message et notre produit selon les gens qui vont le recevoir et qui vont le lire. Donc, nous aussi, des fois, on développe certaines ressources, mais il faut en créer une version plus courte ou un genre de résumé, ce qu'on veut partager avec différentes populations qui n'ont pas nécessairement le temps ou l'intérêt à lire un gros rapport de 30 pages. Donc, il faut vraiment penser à notre population cible. C'est vraiment important. Donc, Lise a répondu, effectivement, je l'ai utilisé à quelques reprises avec l'aide de Mylène. Ça a beaucoup aidé à organiser mes idées et de bien cibler les actions. Nous sommes à l'utiliser en appui avec certains réseaux aussi et je pense que nous y verrons les mêmes résultats. Oui, jusqu'à présent, on a travaillé en ressources humaines avec cet outil-là. On a travaillé aussi en santé mentale. Ève, conjointement avec toi aussi au niveau de la santé mentale, des actions en santé mentale. Maintenant, on va le faire en promotion de la santé. Au niveau de l'offre active aussi, c'est un outil. Donc, vraiment, c'est un outil très générique qui n'est pas spécifique à un thème en particulier, mais qui nous aide vraiment de façon concrète à bien cibler les actions. Et il est très simple à suivre. C'est pas compliqué. On y va une question à la fois, puis effectivement, le processus dans notre tête se fait simplement en remplissant les questions. Mais c'est un beau guide parce que justement, d'une question à l'autre, on avance dans notre réflexion, puis ça nous permet d'arriver à des outils concrets, qu'est-ce qu'on peut faire, puis il y a le tableau de plan après, on peut tout monter directement dedans, donc c'est très bien. Oui. S'il n'y a pas de... Oui? Dans le webinaire aussi, Mélissa va vraiment vous présenter un exemple concret de remplir vraiment ce tableau-là dont Ève parle. Mélissa l'a planifié dans sa présentation pour la semaine prochaine, puis on va regarder aussi différents indicateurs clés. Puis ça va se faire parallèlement aussi avec Geneviève Bilodeau, aussi experte en évaluation à la SSF, va aussi être présente pour faire vraiment le lien avec les différentes choses que vous examinez présentement en évaluation à la SSF. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions pour aujourd'hui, en fait, tout ça, comme je disais tantôt, va être sur la présentation vidéo, elle va être sur le site web de la SSF de la semaine prochaine. Si vous avez le temps d'aller voir la trousse d'ici là, si vous avez des questions, ben, on est encore en ligne la semaine prochaine, donc on pourra y revenir. Puis, je voudrais remercier, un grand merci à Mylène et Mélissa pour la belle présentation. Soyez des nôtres. Moi, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour revenir justement, je voulais revenir à celle-là. Prochain
webinaire qui est toujours dans la série Développement professionnel, mobilisation des connaissances, évaluer nos actions par Melissa Jennings. Et comme Mylène disait, Geneviève va se joindre à nous. Donc, mercredi prochain, le 7 décembre, à midi, heure de l'Est. Et il y a peut-être quelques questions qui s'ajoutent. En attendant, je voudrais vous mentionner que si vous voulez recevoir les invitations au prochain webinaire, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel qui est là, et puis vous allez recevoir les invitations de chaque webinaire. C'est à peu près un par mois d'habitude. Donc, Denise Lemire, très intéressant, merci. À la semaine prochaine. On espère vous voir en grand nombre. Merci tout le monde. Au revoir. Bye bye.